Mon nom est Victor Phillips et mon objectif ici est simplement de partager une histoire effrayante, tirée de mon expérience dans la sécurité. J'ai bien plus d'histoires à raconter, mais aujourd'hui, j'ai choisi de commencer par celle-ci, en raison de l'impact qu'elle a eu sur ma manière d'aborder mon travail pendant les 15 années suivantes. J'ai d'abord commencé ma carrière dans la police de Chicago, tout juste sorti de l'académie, mais le stress lié au maintien de l'ordre dans certaines des zones les plus violentes de la ville m'a poussé à démissionner après seulement 7 ans de service. Au début, j'ai envisagé de travailler dans un endroit plus tranquille et isolé, mais j'ai fini par comprendre que c'était l'idée de toujours devoir porter une arme qui m'avait fait quitter ce métier. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai donc décidé de me tourner vers le domaine de la sécurité, où il n'était pas obligatoire de porter une arme à feu. Presque immédiatement, le poids que j'avais porté sur mes épaules pendant toutes ces années sembla disparaître. Je suis bien conscient que la plupart de mes collègues dans les forces de l'ordre verraient ce choix de carrière comme une régression, mais pour moi, ne plus avoir à porter la responsabilité de devoir peut-être ôter une vie était un soulagement. Maintenant, je pouvais encore travailler dans un poste où je protégeais les gens mais sans être armé. Cela me semblait un bon compromis. Grâce à mon expérience passée, j'ai rapidement été chargé de la surveillance de nuit d'un immeuble de bureau dans un quartier tranquille et autrefois sûr de ma ville natale. Je n'ai jamais vraiment aimé Chicago, alors quitter la police m'a donné l'occasion parfaite de rentrer chez moi et d'être proche de ma famille et de mes amis. Cette histoire s'est déroulée tard, un jeudi soir. Je raccompagnais les employés du bâtiment à leur voiture, et c'est en faisant cela que je me suis retrouvé confronté à une situation qui allait changer ma carrière. Après avoir raccompagné une employée à sa voiture, j'ai entendu un homme crier sur quelqu'un de l'autre côté du parking. En regardant rapidement autour de moi, j'ai trouvé l'origine du vacarme. Un homme à l'apparence négligée semblait en train de tenter de voler une femme que je savais travailler dans le bâtiment. Sans réfléchir, je me suis précipité pour l'aider. Ce n'est que lorsque je me suis trop rapproché pour faire demi-tour que j'ai remarqué que l'homme tenait la pauvre femme en joue avec une arme à feu. L'agresseur a d'abord été surpris par ma présence, mais dès qu'il a compris que je n'étais pas armé, il s'est mis à rire. À ce moment-là, il savait qu'il avait le contrôle de la situation et en a profité pour se précipiter sur moi et me frapper avec la crosse de son arme jusqu'à ce que je perde connaissance. Je n'ai pas été inconscient longtemps, mais assez pour qu'il ait le temps de s'enfuir avec les bijoux et l'argent de sa victime. Apparemment, quelqu'un avait été témoin de la scène et avait appelé le 911. Après quelques heures à l'hôpital et une longue nuit à réfléchir à l'incident, je me suis retrouvé submergé par un sentiment de honte et de regret. Mais ce n'était pas là la plus grande prise de conscience. Il avait fallu un incident aussi dangereux pour que je comprenne que j'étais responsable non seulement de ma propre sécurité, mais aussi de celle des personnes que je devais protéger. Je sais que cela peut sembler stupide que je ne m'en sois rendu compte que ce jour-là, mais je suppose que j'avais toujours pensé que je portais une arme uniquement pour me protéger des malfaiteurs. Il me semblait désormais logique que je ne pouvais pas protéger les autres si je n'étais pas moi-même en sécurité. Quoi qu'il en soit, je suppose que je peux attribuer cela à ma jeunesse et à une certaine forme d'égoïsme. Quelles qu'en soient les raisons, j'ai su à ce moment précis que j'avais la responsabilité de porter une arme lorsque j'étais en service, et depuis ce jour, je le fais. Cela fait maintenant 15 ans, et je continuerai probablement ainsi jusqu'à ma retraite. Ce n'est qu'après mon retour au travail, et en discutant avec d'autres que j'ai pris conscience à quel point la criminalité avait augmenté dans ma ville natale. Il y avait toujours eu des quartiers difficiles, la plupart des villes en ont, mais il semblerait que la violence s'étende aux zones historiquement sûres. C'est probablement cela que j'ai croisé cette nuit-là. Je peux dire avec une certaine fierté que depuis, le taux de criminalité a considérablement baissé dans la région, et j'aime à penser que j'y ai contribué. Après tout, l'épiphanie que j'ai eue il y a toutes ces années m'a montré que je ne serais jamais utile à ma communauté en travaillant comme agent de sécurité. Après avoir donné mes 2 semaines de préavis à mon employeur de l'époque, j'ai rejoint les forces de police de ma ville natale et depuis, je fais de mon mieux pour nettoyer ma ville. Depuis mon plus jeune âge, mes parents ont dépensé beaucoup d'énergie pour s'assurer que, peu importe mon genre, personne ne pourrait m'empêcher d'atteindre mes objectifs.
Il me disait souvent que si je travaillais dur, cela suffirait pour aller là où je voulais, et que dans les rares occasions où d'autres humains tenteraient de barrer la route à mes rêves à cause de mon sexe, mon éthique de travail acharnée assurerait ma victoire ultime sur leur petite mesquinerie. Et, croyez-le ou non pour la plupart, leurs affirmations ringardes se sont révélées vraies. Je suis convaincu qu'à l'époque où nous vivons, réussir par mes propres moyens a été la norme, et je ne peux qu'en être ravi. Même si j'ai entendu des histoires et été témoin de quelques situations où d'autres femmes ont été freinées simplement à cause de leur genre, moi-même, je n'avais jamais été victime de ce genre de comportement. Du moins, c'était le cas jusqu'à il y a 6 mois, lorsque j'ai commencé ma nouvelle carrière dans la sécurité. Mes journées de travail sont devenues une suite de remarques dévalorisantes et d'insinuations sexuelles. Je sais bien qu'autrefois, dans ce pays, il était accepté qu'une femme dans un métier dominé par des hommes soit traitée comme un objet. Cependant, nous sommes maintenant au XXIe siècle, et j'étais persuadé que ce genre de comportement avait disparu avec la génération de mes grands-parents. Mais il semblait que j'étais remonté dans le temps, dans un endroit où ce genre de traitement était encouragé. À cause de cela, je me suis récemment retrouvé dans une situation où j'allais découvrir ce que dire non à ce genre d'homme entraînait et à quel point il détestait ce mot. Je venais tout juste de sortir d'un mariage de 4 ans et je me suis retrouvé dans une situation que je n'avais jamais connue, devoir subvenir à mes propres besoins. Bien que j'ai fait des études et obtenu un diplôme en éducation secondaire, j'ai épousé mon mari juste après la fac. Lui étant un médecin établi, il n'était pas nécessaire que je travaille immédiatement. Nous avions prévu d'avoir 2 enfants, et je resterai à la maison avec eux jusqu'à ce qu'ils commencent l'école, puis je travaillerai. Je suis consciente que cela peut sembler un peu vieux jeu, mais aucun de nous ne voulait que des étrangers élèvent nos enfants. Malheureusement, nous n'avons jamais pu en avoir, et cette réalité a rapidement détruit notre mariage. Résigné à mon sort, j'ai choisi un nouveau chemin, et j'ai avancé, impatiente d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Ma première mission dans la compagnie était dans un centre commercial récemment construit, non loin de chez moi. Comme vous pouvez l'imaginer, être une flic de centre commercial n'est pas exactement un travail lucratif, mais je l'ai fait quand même. Au début, je pensais que mon plus gros problème serait les voleurs à l'étalage, mais il est rapidement devenu clair que mes collègues seraient bien pires. Pas un jour ne passait sans qu'un des gardes masculins ne me demande de sortir ou me drague. Ayant tout juste quitté une relation malheureuse, je n'étais pas pressé de me remettre en jeu. Avec le temps, ils ont tous compris le message, sauf un. Il s'appelait Ethan, et malgré le nombre incalculable de fois où je l'ai repoussé, il ne semblait jamais perdre espoir. Même s'il n'était jamais agressif dans ses avances, je craignais que son adoration ne se transforme en obsession, ce qui me terrifiait. Après des mois à supporter son attention non désirée, je me suis finalement adressé à mon patron, mais je n'ai pas reçu la réaction à laquelle je m'attendais. « Tu devrais être contente que quelqu'un t'invite à sortir. Tu n'es pas exactement la plus jolie fille. Tu sais ?» J'étais tellement choqué qu'il ait dit ça que je suis parti sans ajouter un mot. Il était évident que je n'obtiendrais aucune aide de sa part. Peu de temps après, ma plus grande peur est devenue réalité. Une voiture que je ne reconnaissais pas a commencé à apparaître de l'autre côté de la rue de chez moi. Ayant sympathisé avec mes voisins dès mon arrivée, je savais que cette voiture ne leur appartenait pas. Pour être sûr que je n'étais pas paranoïaque, je suis allé de porte en porte pour leur demander s'ils savaient à qui appartenait la voiture, mais aucun d'eux ne la connaissait. C'est aussi à cette époque qu'Ethan a arrêté de me parler au travail. À part pour des questions liées au travail, il ne m'adressait plus du tout la parole. À l'époque, je pensais que c'était parce que mon patron lui avait parlé, mais avec le recul, je n'arrive pas à croire que je n'ai pas fait le lien entre les deux situations. Mais je suis encore relativement jeune, donc je vais sûrement encore faire des erreurs. Une fois que j'ai remarqué la voiture stationnée devant chez moi plus de 5 fois, j'ai explosé de rage et je suis allé confronter le conducteur. Évidemment, il a pris la fuite avant que je puisse l'atteindre. Finalement, j'ai déposé une plainte auprès de la police. Je savais bien qu'il ne pourrait rien faire, mais je voulais au moins commencer à accumuler des preuves pour qu'il soit plus facile d'obtenir une ordonnance restrictive si jamais je découvrais l'identité du conducteur.
Au bout de 6 mois de travail, j'avais pris la décision de recommencer à sortir. J'avais croisé un ancien ami de lycée, qui était maintenant flic en ville, et certaines choses au travail commençaient à s'améliorer. Je n'avais pas l'intention de mentionner Ethan, et le conducteur mystérieux était la dernière chose à laquelle je pensais. La soirée se passait tellement bien que j'ai invité mon rencard chez moi pour regarder un film. En arrivant dans l'allée de ma maison, tout semblait calme. Mais à peine avions-nous atteint la porte d'entrée que la fameuse voiture est réapparue à son endroit habituel. Cette fois, le conducteur est sorti de la voiture et s'est approché de nous. Évidemment, c'était Ethan, mais à ce moment-là, j'étais encore surprise que ce soit lui. Dès qu'il est sorti, j'ai entendu ses jurons depuis l'autre côté de la rue. Je croyais que tu n'étais pas intéressé par les rencontres. Mais apparemment, tu pensais juste que tu étais trop bien pour moi. C'est qui ce joli garçon ? Quand il a fini son diatribe, il était presque face à face avec Jack, mon rencard. C'était la situation la plus embarrassante que je pouvais imaginer, et je voulais juste me cacher sous terre. Puis, la scène a pris une tournure terrifiante. Ethan se tenait à quelques pas de nous, respirant fort comme un taureau en colère, avec une arme à feu dans la main droite. Il continuait de fixer Jack et devenait de plus en plus furieux. Ne sachant pas quoi faire, j'ai regardé Jack pour chercher des conseils. Il est resté calme et a fait de son mieux pour apaiser Ethan, mais dès qu'il a mentionné qu'il était policier, cela n'a fait qu'aggraver la colère d'Ethan. « Ah, je vois. Je savais que t'étais une de ces filles qui aiment les flics. Mais apparemment, les gardes de sécurité ne sont jamais assez bien pour toi, hein ?» Voyant qu'il n'avait plus d'autre option, Jack a plaqué Ethan au sol et a immédiatement attrapé son arme. C'est à ce moment-là que j'ai eu le plus peur. Ethan mesurait bien plus d'1,80 m et avait la carrure d'un joueur de football américain, tandis que Jack était plus petit et mince. Pourtant, il a réussi à prendre le dessus. Après plusieurs minutes d'une lutte acharnée, Jack a récupéré le pistolet, l'a glissé dans sa ceinture et s'est relevé. Il a alors fait quelques pas vers sa voiture, sans quitter Ethan des yeux, et est revenu avec des menottes. Une fois qu'il l'a eu menotté, il a appelé le central pour qu'ils envoient une voiture et emmènent Ethan. Pendant tout ce temps, je n'ai pas osé dire un mot, et ce n'est qu'une fois que Jack a raccroché son téléphone que j'ai finalement parlé. « Je suis désolé de t'avoir mêlé à tout ça. Je comprendrais si tu ne voulais plus me revoir. » Jack a souri et m'a répondu « T'as pas à t'excuser. Ça fait longtemps que je n'ai pas botté les fesses de quelqu'un comme ça, mais ce serait bien de comprendre comment on en est arrivé là. » En attendant la patrouille, je lui ai expliqué toute l'histoire, comme je viens de le faire ici, et à ma grande surprise, il n'a pas pris la fuite. Dans les semaines qui ont suivi, avec l'aide de Jack et d'un juge compréhensif, j'ai obtenu une ordonnance restrictive contre Ethan. En plus de la raclée qu'il a reçue, il a aussi été condamné à 18 mois de prison. J'espère pour son bien, et bien sûr pour le mien, qu'à sa sortie, il aura compris la véritable signification du mot « non » venant d'une femme. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai finalement réalisé que le métier de la sécurité n'était pas pour moi, et j'ai pris la voie que j'aurais dû emprunter dès le début. Même si je ne suis pour l'instant qu'enseignante remplaçante, je sais qu'avec ma détermination à réussir, j'atteindrai un jour mes objectifs. Dieu sait pourquoi je n'ai pas choisi cette voie dès le départ, mais je sais que c'est là où je dois être. Avec Jack à mes côtés, j'espère réussir là où j'ai échoué dans le passé. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre fois. Gardez-moi dans vos cœurs et j'espère pouvoir vous la raconter bientôt. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai entendu sans cesse des histoires sur les années où mon grand-père travaillait comme agent de sécurité. Il a commencé à travailler pour une entreprise de transport de fonds, mais il a rapidement réalisé que le salaire n'était pas proportionnel aux dangers inhérents au travail. Après 3 ans à travailler pour eux, il a décidé de passer à la First National Bank, située au cœur du centre-ville à l'époque. Cette banque, étant une entreprise familiale, faisait tout son possible pour offrir des salaires compétitifs à ses employés, y compris à mon grand-père. Pendant plus de 20 ans à surveiller la banque, il n'a eu que quelques petits problèmes à gérer et aucune tentative de vol, à l'exception d'une seule. C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. J'espère que vous l'apprécierez
Mais gardez à l'esprit que c'est la seule histoire qu'il n'a racontée qu'une seule fois. Au fur et à mesure que je vais avancer, vous comprendrez peut-être pourquoi. D'après mes souvenirs, cet incident a eu lieu vers 1981. La seule vraie raison pour laquelle je me souviens de cette date est que mon grand-père a dit que cela s'était produit environ 10 ans après avoir commencé à travailler pour la banque. Et je sais qu'il a commencé en 1971. Que la date importe ou non, c'est à ce moment-là que cela s'est produit. Quoi qu'il en soit, c'était un matin ordinaire, un jour de travail comme un autre. Il avait ouvert les portes une demi-heure plus tôt et discutait avec l'un des habitués. À son insu, un homme s'était approché par derrière et lui a asséné 2 coups rapides sur l'arrière de la tête avec son pistolet. Mon grand-père ne se souvient plus de ce qui s'est passé après cela et ne s'est réveillé que quelques minutes plus tard. Cependant, comme ses collègues ont pu lui raconter la suite, je peux vous dire comment tout cela s'est déroulé. Avant que les autres personnes présentes dans la banque ne sachent ce qui se passait, l'attaquant a tiré un coup de feu en l'air et a crié à tout le monde de s'allonger par terre, sauf aux employés de la banque. Les clients ont fait ce qu'on leur disait, et le voleur s'est rapidement approché du directeur de la banque, le couvrant de son arme pendant tout ce temps. Il a ensuite calmement demandé au directeur de dire aux caissiers de vider leur tiroir et de déposer l'argent sur le comptoir devant eux. Obéissant, le directeur a crié à l'unique caissière de service de vider son tiroir. C'est à ce moment-là que le calme apparent du voleur a commencé à s'effriter. En remarquant qu'il n'y avait qu'une seule caissière, il a crié au directeur en lui demandant où étaient les autres caissiers. Faisant de son mieux pour ne pas énerver davantage le voleur, le directeur a répondu à contre-cœur qu'il était normal de n'avoir qu'un seul caissier jusqu'à l'heure de pointe de midi. Frustré, ne sachant pas quoi faire, le voleur est resté figé pendant quelques secondes avant de grogner de frustration et de donner un coup de poing au directeur dans l'estomac. Le directeur s'est plié en deux comme un château de cartes. Mon grand-père a commencé à reprendre ses esprits à ce moment-là. Quand il a ouvert les yeux, il a réalisé qu'il était allongé dans un petit recoin, hors de vue de tout le monde. Apparemment, lorsqu'il a été attaqué, son corps est tombé dans un espace vide où il y avait autrefois une grande plante. Voyant qu'il n'était pas visible, il a décidé d'utiliser cet avantage pour tendre une embuscade au voleur à sa sortie. À l'époque, il a reconnu que ce n'était pas encouragé par la politique de l'entreprise de tirer sur un voleur qui n'avait pas encore tiré sur lui ou sur d'autres personnes dans la banque. Cependant, après avoir été agressé, il était furieux et prêt à agir, peu importe les conséquences. En se relevant aussi discrètement que possible, il a sorti son arme et s'est préparé à attendre le bon moment. Le voleur, après avoir frappé le directeur, s'est dirigé vers la fenêtre du caissier pour prendre l'argent qui avait été empilé pour lui. Mon grand-père ne pouvait pas voir ce qui se passait, mais il avait suffisamment d'expérience pour deviner ce qui se déroulait. Il a entendu les pas du voleur se rapprocher de la porte et a ressenti une sensation de malaise dans l'estomac. Mais il a refusé de laisser la peur l'empêcher de stopper cet homme. Quand le voleur s'est retourné vers la porte pour sortir, mon grand-père a levé son pistolet et a tiré. Sa main tremblait un peu, mais il a réussi à toucher l'épaule gauche du voleur. Dès que le coup a atteint sa cible, le voleur s'est retourné, choqué, mais a rapidement riposté avec une balle avant de se précipiter vers la sortie. Ce que le voleur ignorait, c'est que le directeur et le caissier avaient déjà activé les boutons d'alarme silencieux. Bien que personne dans la banque ne puisse voir la police à l'extérieur, ils savaient qu'une fois le voleur sorti, les forces de l'ordre seraient là pour l'intercepter. Et elles étaient bien là. Allongé sur le dos, saignant à la poitrine et ne sachant pas s'il allait survivre, mon grand-père a entendu le bruit des coups de feu lorsque la police a abattu le voleur. Ce son lui a presque semblé valoir la peine de tout ce qu'il avait enduré. Bien que son état soit critique pendant quelques jours, il a survécu. La balle du voleur s'était logée dans son poumon gauche, à quelques millimètres de sa colonne vertébrale. Heureusement, les médecins ont pu retirer la balle sans le paralyser, et il a pu reprendre son travail 2 mois plus tard. L'ironie de cette histoire, c'est que tout cela s'est produit pour seulement 1 500 $. Même en 1981, ce n'était pas une somme suffisante pour justifier la perte de vies humaines. Après cet incident, mon grand-père est retourné travailler à la banque
et n'a plus jamais eu à tirer avec son arme, bien qu'il ait failli le faire une fois en intervenant dans une violente dispute entre un homme et sa maîtresse. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Pendant les 4 années où j'ai fréquenté l'université, j'ai beaucoup joué au poker. Avec le temps, je suis devenu l'un des meilleurs joueurs de mon école, puis de mon État. Lors de ma dernière année, je me considérais comme l'un des meilleurs joueurs du pays, et personne ne pouvait me convaincre du contraire. J'étais tellement certain d'être imbattable que, lorsque j'ai reçu mon prêt étudiant pour l'année, j'ai pris tout cet argent avec moi pour participer à une grande partie souvent fréquentée par les meilleurs joueurs de l'État. Et j'ai perdu presque tout. Bien que j'ai encore assez pour commencer l'année, il était évident que je n'allais pas pouvoir terminer mes études sans trouver un moyen de récupérer cet argent. Comme je ne comptais pas demander l'aide de mes parents, il ne me restait plus qu'une solution que j'avais évitée pendant 3 ans, trouver un emploi. Les premiers jours après la partie, je n'avais aucune idée de où chercher. J'étais encore jeune et je n'avais que très peu d'expérience professionnelle. À ma grande surprise, j'ai trouvé la solution un matin à la bibliothèque. L'université venait d'afficher une offre pour un poste de gardien de sécurité, et malgré mes réticences initiales, j'ai vu cela comme un signe. Je me suis donc rendu au bureau de la sécurité pour voir comment postuler. Par chance, le responsable de la sécurité du campus était dans son bureau et m'a invité à discuter. Naturellement, il hésitait à embaucher un étudiant, mais j'ai fait de mon mieux pour lui montrer à quel point j'étais désespéré. Après plus d'1 heure de discussion, j'avais un travail. Enfin, pas encore. Il me restait à découvrir comment être un gardien de sécurité. J'ai passé le reste de la journée, ainsi que la suivante, à faire des recherches. Avec le recul, je me rends compte à quel point cela était naïf, mais lors de ma première nuit de travail, j'avais l'impression d'avoir tout compris. Mon Dieu, j'étais si jeune. Mon premier service était un vendredi soir. On m'avait demandé d'arriver 1 heure plus tôt pour récupérer mon uniforme et remplir les papiers nécessaires. Une fois cela fait, j'ai été jeté dans le grand bain. Notre première intervention a eu lieu dans une résidence où une étudiante frappait son petit ami. J'avais d'abord supposé que c'était elle qui avait appelé, mais en arrivant sur place, nous avons pu constater que c'était lui qui avait besoin d'aide. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de les séparer et de leur dire de s'éviter. 1 semaine plus tard, je les ai croisés sur le campus en train de s'embrasser. Apparemment, ils lui avaient pardonné. À peine le temps de respirer, et nous recevions un autre appel. Tout ce que nous savions à ce moment-là, c'est qu'il y avait une dispute à l'extérieur d'une fraternité juste en dehors du campus. Bien que la maison ne soit pas sur le campus, elle faisait partie de notre juridiction. À notre arrivée, il était évident que personne n'était heureux de nous voir. Mais après quelques recherches, nous avons trouvé la personne qui avait passé l'appel. C'est à ce moment-là que j'ai fait face à une petite fille inoffensive en apparence. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en quelques minutes, elle allait me faire regretter de l'avoir rencontrée. D'après ce que nous avons compris, son petit ami l'avait surprise en train d'embrasser un membre de la fraternité et une bagarre avait éclaté. Heureusement, des passants ont séparé les 2 hommes, qui étaient d'énormes joueurs de rugby, et bien sûr, ivres. L'atmosphère était encore très tendue, et il était presque certain qu'une nouvelle bagarre allait éclater. Mon patron a pensé qu'il n'y aurait aucun problème pour moi de parler à la fille à l'écart pendant qu'il s'occupait des 2 hommes. Après quelques minutes à discuter avec les 2 gars, mon patron a décidé que, comme ils étaient ivres et s'étaient battus, ils devraient peut-être aller en prison. Bien sûr, il essayait juste de leur faire peur pour éviter un autre combat, mais cela n'a servi à rien, car dès que la fille a entendu cela, elle a crié « Non » de toutes ses forces, m'a fracassé une bouteille de bière de 1,5 litre sur la tête et a sauté sur mon dos. Pourquoi m'a-t-elle attaqué? Je n'en ai aucune idée. Peut-être parce que j'étais le plus proche. Pendant que je titubais, à 2 doigts de perdre connaissance, vous savez à quel point ces bouteilles sont solides, non? Je tentais de la repousser sans la blesser, tout en essayant de l'enlever de mon dos. Le petit ami de la fille s'est libéré et m'a frappé. Évidemment, entre la bouteille et le coup de poing, je suis tombé. Naturellement, en tombant, la fille est tombée avec moi. Pour une raison quelconque, l'autre gars s'est aussi libéré et a attaqué le petit ami de la fille. Alors que je sombrais dans l'inconscience, le chaos s'intensifiait autour de moi.
La prochaine chose dont je me souviens, c'est un ambulancier au-dessus de moi, me posant des questions tout en nettoyant le sang de ma tête. J'ai été chargé sur une civière, et alors que j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, j'ai vu chacun des hommes assis à l'arrière des voitures de police et un officier en train de parler à mon patron qui avait une lèvre éclatée. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il était advenu de la fille, mais j'étais sûr d'une chose. J'allais démissionner sur le champ. J'ai passé la nuit à l'hôpital et j'en suis sorti vers 9h le lendemain matin. Malgré un mal de tête terrible, je suis allé directement au bureau de la sécurité et j'ai dit à mon patron que je quittais mon poste. Il n'a même pas essayé de me convaincre de rester. Il devait savoir que je n'étais pas fait pour ce travail et je lui avais supplié de me donner une chance. J'ai appris que la fille avait été arrêtée avant que je ne reprenne connaissance. Il m'a aussi mentionné que la police voulait savoir si je souhaitais porter plainte contre elle, mais j'ai choisi de laisser tomber. Honnêtement, je voulais juste oublier cette histoire le plus vite possible. Ayant quitté ce travail, je me retrouvais à nouveau sans solution. J'ai donc emprunté le chemin que j'aurais dû prendre dès le départ. Frapper aux portes. Après une semaine à déposer des candidatures un peu partout, j'ai été embauché chez Dollar Tree. Tant que mes horaires ne gênaient pas mes cours, j'acceptais chaque service disponible, même en remplaçant des collègues en cas d'urgence. Grâce à cela, et à quelques parties de cartes occasionnelles, j'ai réussi à obtenir mon diplôme, mais de justesse. Si vous cherchez une morale à cette histoire, il n'y en a pas vraiment. Si vous voulez retenir quelque chose de mon expérience, je dirais « Ne vous mêlez pas des disputes de couple », et si vous envisagez de devenir gardien de sécurité, assurez-vous d'être capable de supporter ce que cela implique. Contrairement à ce que beaucoup d'Américains pensent, c'est un travail difficile, et je respecte ceux qui l'exercent. Je devrais vraiment être déconnecté de la réalité pour ne pas être conscient de l'attitude générale de la société envers les agents de sécurité. Des termes comme « Rena Cop » sont omniprésents dans notre pays, sans parler des films comme « Paul Blart » qui ne rendent pas service à notre profession. Mais je peux vous promettre que chaque jour, des milliers de personnes, hommes et femmes, risquent leur vie pour protéger les gens et les biens contre ceux qui menacent leur sécurité. Je suis ici pour vous raconter une de ces histoires. J'ai commencé ma carrière dans la sécurité, comme beaucoup d'entre nous, au sein d'une entreprise privée. Selon les jours, je passais mon temps à patrouiller dans un centre commercial ou à protéger une bijouterie de luxe. C'était mon quotidien pendant 12 ans, jusqu'à ce qu'une chaîne hôtelière 5 étoiles étrangère me débauche pour diriger leur service de sécurité dans l'un de leurs hôtels en Floride. L'opportunité de ne plus avoir à patrouiller les trottoirs était trop belle pour être refusée, alors j'ai accepté le poste immédiatement. Au début, j'avais 4 hommes sous ma supervision, mais j'en ai rapidement ajouté un de plus dans le mois suivant mon arrivée. La plupart du temps, l'hôtel était un endroit tranquille, donc pour mes gardes et moi, c'était un environnement peu stressant. Les choses sont restées relativement calmes pendant la première année. Ne vous méprenez pas, ce n'était pas une utopie non plus. En raison de notre localisation et de notre réputation, nous attirions parfois des célébrités du monde du divertissement qui cherchaient à échapper à la pression constante des médias. Parfois, nous faisions face à des stars qui confondaient notre respect de leur vie privée avec une excuse pour aller trop loin. C'est le comportement particulièrement écœurant d'un de ces artistes qui m'a motivé à partager cette histoire avec vous. Lorsque j'ai accepté ce poste plus administratif, je savais que je sacrifiais une partie des aspects plus excitants du travail pour un meilleur salaire. Un matin, nous avons reçu un appel d'un de mes gars qui demandait du renfort. Il avait répondu à une plainte de bruit faite par un autre client, et après avoir frappé à la porte pendant 5 minutes sans réponse, tout ce qu'il entendait était des bruits de meubles et de verres cassés. N'étant pas sûr de ce à quoi il allait faire face, il a appelé du renfort. Quand je suis arrivé, nous avons pénétré prudemment dans la chambre, en annonçant notre présence à haute voix tout le long. Soudain, le silence régnait dans la pièce. En jetant un coup d'œil rapide autour du coin, j'ai vu l'invité allongé sur le lit, entouré de meubles brisés. Pensant qu'il s'était épuisé, j'ai dit à mon gars que nous devrions vérifier s'il n'avait pas besoin de l'aide des secouristes. Alors que nous nous approchions calmement du lit, il s'est soudainement jeté sur mon employé
hurlant à propos de la CIA. Mon garde est tombé par terre en essayant de repousser l'attaquant, et pendant ce temps, je suis intervenu pour frapper l'agresseur à plusieurs reprises. Ce que je n'avais pas remarqué tout de suite, c'était qu'il poignardait mon garde avec un couteau à steak. Quand il est tombé au sol, j'ai vu les blessures. L'assaillant tentait de se relever tout en continuant à délirer, mais il s'est ensuite retourné vers moi, brandissant le couteau. Quand il a levé son bras pour m'attaquer, j'ai réussi à bloquer son coup, mais pas sans recevoir une entaille au bras. À ce moment-là, j'en ai eu assez. J'ai attrapé son poignet et commencé à le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il aurait dû tomber bien avant cela, mais il semblait être sous l'effet de quelque chose de puissant. Finalement, il est tombé après le 10e ou 11e coup. Je me suis relevé et j'ai attrapé une serviette du plateau de service pour ralentir le saignement de mon bras. Après avoir écarté l'agresseur de mon garde, j'ai vérifié ses blessures de plus près. Heureusement, même s'il avait plusieurs blessures, 2 seulement étaient vraiment graves, toutes 2 situées sur le haut de sa poitrine. J'ai retiré ma chemise et appliqué une pression jusqu'à l'arrivée des secouristes. Ils l'ont stabilisé et l'ont emmené aux urgences. La police a menotté l'invité et dès qu'il a repris connaissance, il a recommencé à délirer et à résister aux forces de l'ordre. Mais il a finalement quitté l'hôtel, menotté des chevilles aux poignets, avec quelques blessures supplémentaires. Ce n'est qu'après que tout se soit calmé que j'ai réalisé que mon bras était sérieusement entaillé. J'espérais m'en tirer avec un simple pansement, mais une fois que j'ai vu la profondeur de la coupure, j'ai su que cela nécessitait des points de suture. Je me suis donc rendu à l'hôpital pour me faire recoudre, tout en m'assurant que l'état de mon garde était stable. Pour la plus grande joie de sa famille, les blessures de mon collègue n'étaient pas mortelles. Sur les 6 perforations, seules 2 étaient assez profondes pour causer des dommages à long terme. Mais comme elles étaient situées à l'épaule et à la partie supérieure de la poitrine, bien loin de son cœur, il s'en sortirait avec quelques semaines de douleur. Après 2 semaines de congés payés, il est revenu au travail presque aussi en forme qu'avant. En raison du statut social et de la richesse de l'attaquant, il devait savoir qu'il s'en sortirait avec une tape sur les doigts. Son équipe a réussi à étouffer l'affaire, mais j'ai fait en sorte qu'il soit interdit de séjour dans tous nos hôtels à travers le pays. Mon garde, Alan, a tout de même obtenu plusieurs centaines de milliers de dollars après avoir contacté un avocat. Son fils a maintenant un fonds pour ses études, mais je doute qu'il vous dirait que cela valait la peine. Cet incident m'a rappelé que je ne suis plus aussi fort qu'avant. Désormais, je laisse mes gardes se couvrir les uns les autres. Je détesterais être la cause d'un accident parce que je n'aurais pas su quand passer le relais à quelqu'un de plus jeune et en meilleure forme. Mon rôle numéro 1 est de m'assurer que j'ai les meilleurs gars disponibles pour protéger nos clients et mes employés contre des fous comme celui dont je vous ai parlé. Si cela doit être mon rôle dans la vie, je le vois comme l'un des plus nobles, et je suis plus qu'honoré d'être l'homme pour ce travail. Jusqu'à récemment, je considérais ma vie comme merveilleuse. Cependant, au cours de la dernière année, mon mariage de 10 ans a pris fin et je n'ai pas pu voir mes filles depuis que mon ex-femme est partie vivre plus près de ses parents. Étant donné que ma vie de famille s'est effondrée, j'ai commencé à me concentrer davantage sur mon travail. Je travaille pour une grande société de sécurité privée depuis 2005 et cela s'est avéré être une expérience agréable. Bien que j'ai passé la majorité de mon temps à travailler de nuit, je n'ai jamais rien vu ou entendu d'inhabituel. Les choses semblaient se dérouler normalement jusqu'à il y a quelques nuits, lorsque j'ai vu quelque chose de si terrifiant que j'ai envisagé de quitter mon travail sur le champ. L'histoire suivante est ma meilleure tentative pour raconter ce que j'ai vécu. Je vous promets que les mots ne peuvent pas vraiment rendre justice à l'horreur de cette expérience. Les 2 nuits en question étaient étrangement sombres, presque comme si une obscurité surnaturelle régnait. Mon employeur m'avait affecté à des nuits de surveillance sur un grand terrain de voitures d'occasion, récemment frappé par une vague de vol. J'étais posté dans un petit bâtiment d'environ 2,5 mètres sur 3. Mon hypothèse est qu'il servait autrefois de guérite pour développer des photos, comme celles qui ont disparu dans les années 80. Le bâtiment avait juste assez de place pour un petit bureau, qui contenait un ordinateur portable et un chargeur de radio.
Devant le bureau se trouvait une chaise roulante et, à côté, une fenêtre coulissante pour voiture. L'espace restant était à peine suffisant pour ouvrir la porte. Bien que l'endroit soit assez exigu, j'avais réussi à m'y habituer. La plupart de mon service consistait à m'asseoir et à naviguer sur Internet. Toutes les heures environ, je sortais pour faire le tour du lot, ce qui me permettait de m'étirer et de profiter de l'air frais de la nuit. De temps à autre, je tombais sur un animal, comme un tatou, mais c'était là l'étendue de mes visiteurs. C'est ainsi que je préférais les choses. Malgré les activités récentes sur la propriété, cet endroit avait été particulièrement calme. J'étais optimiste à l'idée de terminer ce contrat sans problème. Mais après ce que j'ai vécu il y a quelques nuits, je préférerais de loin avoir affaire à des voleurs plutôt qu'à lui. Il y a quelques nuits, c'était un lundi, je crois, je me détendais en regardant un ancien podcast et en buvant ma 5e tasse de café. L'air dans la guérite commençait à devenir un peu étouffant, alors je me suis levé pour ouvrir la fenêtre coulissante. Après m'être rassis, j'ai continué à regarder mon podcast. J'avais réglé le volume de mon ordinateur à mi-niveau, de manière à pouvoir entendre tout bruit autour de moi. Lorsque l'émission s'est terminée, je me suis levé pour étirer mes jambes. Je secouais mes jambes quand j'ai entendu un léger frottement, comme si une chaussure glissait sur l'asphalte. J'ai rapidement jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai croisé le regard d'un homme. Cet homme n'était pas ordinaire. Il mesurait à peu près ma taille et portait un coupe-vent bleu foncé zippé jusqu'au menton. Je ne pouvais pas voir ses pantalons, mais peu importe. Il avait quelque chose de faux. Plus je le regardais, plus je me sentais mal à l'aise. Son visage avait une couleur blanchâtre presque opaque, mais c'était son sourire. Mon Dieu, ce sourire. Son sourire s'étirait d'une manière inhumaine, presque jusqu'aux oreilles. Malgré mon envie écrasante de crier, je ne pouvais pas bouger. Il restait immobile, continuant à me fixer dans les yeux. Puis, alors que je pensais que son sourire ne pouvait pas s'agrandir davantage, il le tira encore plus pour former une sorte de croissant effrayant et dit seulement « Bonjour ». Les mots sortirent lentement de sa bouche, d'une voix grave et teintée d'une joie sombre. Dès qu'il eut terminé de parler, ses lèvres se refermèrent sur ce sourire maniaque. La terreur qui montait en moi était si forte que je me mis à étouffer mes sanglots en plaquant ma main sur ma bouche. Toujours incapable de bouger, je restais figé sous son regard glacial. Ses yeux, d'un bleu glacé, brillèrent soudain, et ce fut la goutte d'eau. Les sanglots que j'essayais si fort de retenir explosèrent en un cri déchirant. J'avais réussi à fermer les yeux, mais le cri continuait. Cela semblait durer des heures, bien que ce n'ait probablement été que quelques minutes. Mes mains étaient trempées de larmes, et je sentais mes genoux fléchir. Je risquais l'hyperventilation, mais quand j'ai finalement osé rouvrir les yeux, il avait disparu. Je m'effondrais au sol, continuant à sangloter, cette fois de soulagement. Je fus réveillé par des coups forts. J'ai mis un moment à reprendre mes esprits avant de réaliser où j'étais. Je me suis levé d'un bond et j'ai ouvert la porte du cabanon. Le soleil matinal m'éblouit tandis que j'apercevais mon patron. « Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai essayé de te joindre toute la matinée sans succès. Un des employés du garage m'a appelé et m'a dit que ta voiture était toujours là à 7h30. Ça va ? » En m'essuyant les yeux, j'ai expliqué que la fatigue m'avait rattrapé et que je m'étais endormi si profondément que je n'avais pas entendu le téléphone. Mon patron, au lieu de s'énerver, semblait plus inquiet. Malgré mes réticences, je pense qu'il est important de partager cette histoire avec vous tous, avec qui j'ai passé tant de mon temps libre ces 3 dernières années. Beaucoup ici savent peut-être que je suis devenu récemment agent de sécurité dans notre lycée local. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un incident s'y est récemment produit et que depuis, j'ai commencé à reconsidérer mon choix de carrière. C'est pourquoi je poste ici le récit exact de ce qui s'est passé et je sollicite vos avis sur ce que je devrais faire à l'avenir. Maintenant que les formalités sont faites, laissez-moi vous expliquer ce qui est arrivé. Ceux qui ne connaissent pas les circonstances qui m'ont conduit à prendre ce poste, je vais vous donner un bref aperçu avant de relater l'incident.
Je suis diplômé d'un collège communautaire voisin et, bien que j'ai obtenu une licence, le service de police de ma ville n'accepte pas de nouvelles candidatures pour le moment. Comme je n'ai pas envie de déménager, j'ai décidé de trouver un emploi similaire à celui d'un agent de police pour acquérir un peu d'expérience tout en attendant que la situation change. C'est là que mon ami Rob intervient. Il est directeur adjoint de notre ancien lycée et a utilisé son influence pour me faire embaucher en tant qu'agent de sécurité. Le fait d'être payé pour revivre mes souvenirs d'école a rendu ce travail bien plus qu'un simple poste d'agent de sécurité pour moi. Si ce n'est pas une grande opportunité, c'est au moins une bonne occasion de résoudre des problèmes, et on m'a souvent dit que c'est la clé pour devenir un bon policier de terrain. Maintenant que vous êtes tous à jour, je vais vous expliquer la raison pour laquelle je suis ici et pourquoi cela me pose problème. La majeure partie de ma matinée se passe à un des postes de détecteur de métaux, à l'une des principales entrées du bâtiment. Pour l'essentiel, c'est une tâche sans histoire. Il arrive qu'un élève essaie de faire entrer un canif, mais c'est souvent une erreur de distraction. Nous le confisquons et l'élève peut recevoir une retenue, mais la plupart du temps, ils s'en sortent avec un avertissement après un coup de fil en colère de leurs parents. Ayant moi-même été un adolescent distrait, cela me paraît juste. Je ne vois pas l'intérêt de ruiner l'avenir d'un jeune pour une petite erreur. Cependant, malgré mes idées sur la punition, le reste de ma journée consiste à patrouiller le parking ou à escorter des élèves jusqu'au bureau. Comme je suis le petit nouveau de l'équipe, on me donne souvent les tâches les moins prestigieuses. L'une d'elles consiste à vérifier la zone derrière l'atelier pour attraper les élèves qui fument. Ayant moi-même appartenu à ce groupe pendant mes années lycée, cela ne me fait pas plaisir de réprimander la nouvelle génération, mais je le fais quand même. Je revenais de cette tâche, avec quelques élèves en remorque, lorsque j'ai rencontré l'épreuve la plus difficile de ma jeune carrière. Au même moment où je cherchais des élèves en train de fumer, l'un des anciens gardiens, Cliff, un ancien policier, fouillait l'école à la recherche d'un élève de première année qui avait disparu depuis 1 heure. J'étais presque sûr que l'un des élèves que j'avais attrapé était celui que Cliff recherchait. Peu après, le bruit des coups de feu a retenti à l'autre bout du couloir, non loin du bureau. J'ai immédiatement crié aux élèves de courir, et je me suis précipité vers l'origine des tirs. Je savais que c'était une décision risquée, surtout que je n'étais pas armé, mais c'était mon travail. Cliff était le seul d'entre nous à avoir une arme à feu, et je savais qu'il venait de se trouver dans cette zone. À mi-chemin dans le couloir, j'ai vu Cliff sortir d'un placard à balai. Il avançait vers moi mais ne semblait pas me voir. En m'approchant, j'ai remarqué une expression de choc figée sur son visage. Je l'ai appelé pour lui demander s'il avait entendu les coups de feu, mais il n'a pas répondu. Il continuait à marcher, montrant simplement du doigt le placard. J'ai crié son nom, mais rien n'y faisait. Avalant ma peur, j'ai lentement ouvert la porte du placard. Le grincement de la porte résonnait dans le silence. Lorsque la porte était à peine entr'ouverte, j'ai aperçu le corps d'un garçon allongé sur le sol. Cela m'a choqué, mais je me suis vite repris et j'ai regardé plus attentivement à l'intérieur. C'est alors que j'ai vu un revolver gisant dans une flaque de sang qui grandissait autour du corps. J'ai rassemblé mon courage et je suis entré pour vérifier le garçon. En m'appuyant contre le mur pour ne pas déranger l'épreuve, j'ai vérifié son pouls. Il n'y en avait pas. En sortant prudemment du placard, j'ai remarqué un sac à dos bleu ouvert sur l'évier. J'imagine que c'est là qu'il avait caché l'arme durant toute la matinée, et ce placard était probablement l'endroit où il se cachait. En refermant la porte derrière moi, j'ai appelé le bureau pour leur dire d'alerter la police. Peu après, un autre garde est arrivé sur les lieux, et je lui ai demandé de surveiller la porte jusqu'à l'arrivée des policiers. Cliff, lui, marchait toujours comme un zombie dans le couloir. Je l'ai rattrapé et ai passé un bras autour de lui pour le réconforter. Il avait l'air traumatisé et ne disait que ces mots. Il ne voulait pas lâcher l'arme. Ce n'était qu'un garçon. Je l'ai conduit jusqu'au bureau et nous nous sommes assis. Après avoir parlé à la police, Cliff a été raccompagné chez lui. Apparemment, il ne reviendra pas travailler. Le fait d'avoir abattu ce garçon, quelles que soient les circonstances, l'a bouleversé. Personne ne pense qu'il sera poursuivi car ce jeune aurait pu tuer un nombre incalculable de personnes si Cliff n'était pas intervenu.
Tout le monde soutient ce qu'il a fait. Une enquête a rapidement été menée pour comprendre comment ce garçon avait pu faire entrer une arme dans l'école. Une semaine plus tard, nous avons découvert qu'il avait probablement utilisé l'entrée de service, la même porte que j'avais empruntée plus tôt dans la matinée pour attraper les élèves en train de fumer. Une vis mal ajustée empêchait la porte de se verrouiller automatiquement, et c'est par là qu'il avait dû faire passer l'arme. Depuis cet incident, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'était passé ce jour-là, et cela a soulevé de nombreuses questions dans mon esprit. Depuis l'âge de 5 ans, je rêve de devenir policier. Mais maintenant, je ne suis plus sûr d'en être capable. Voir ce garçon mort m'a glacé le sang, et la réaction de Cliff, un vétéran de 25 ans, m'a encore plus terrifié. Après de longues réflexions, je ne sais pas si je serais capable de tuer quelqu'un, surtout un enfant. Avec l'augmentation des fusillades, il est de plus en plus probable qu'un jour, je doive tirer sur une personne jeune, si je poursuis ce rêve. J'ai donc besoin de conseils. Peut-être que je n'ai jamais été fait pour être policier, ou peut-être que je suis simplement lâche. Dites-moi ce que vous en pensez, ou ce que vous feriez à ma place. Toute suggestion ou idée pourrait m'aider.